Bonjour à tous, on est avec Agnès de Nattier. Agnès, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît et nous rappeler, et ça j'y tiens souvent, ton parcours académique? Très bien. Bonjour, Agnès Croche-Margalou, je suis docteur en pharmacie et du coup j'ai fait des études de pharmacie pendant 6 ans à Paris. J'ai aussi un master en formulation, donc fabrication des médicaments et cosmétiques et autres produits de santé. J'ai fait également d'autres diplômes universitaires complémentaires pour agrémenter mon parcours et me spécialiser notamment dans la prise en charge des sportifs, à la fois au niveau de l'alimentation, mais au niveau aussi du mouvement, et plus récemment dans la prise en charge des douleurs, et surtout des douleurs chroniques, donc qui nous empoisonnent un peu le quotidien, et pour lesquelles il y a des solutions. Donc je travaille beaucoup sur cet aspect-là également. D'accord. D'où ton projet, ta création d'entreprise, ton bébé, on peut le dire, Nattier. Alors est-ce que la question que je pose à tous les entrepreneurs, c'est est-ce que l'entrepreneuriat c'était quelque chose que tu avais toujours voulu faire? Est-ce que tu as dans ton environnement d'autres entrepreneurs qui ont pu éventuellement t'inspirer? Et est-ce que c'était, j'ai envie de dire, oui vraiment ton projet depuis toute petite, tu te rêvais chef d'entreprise? Alors, je me révèle pas forcément chef d'entreprise, mais j'ai toujours eu un attrait vers la santé, la biologie. Bon, j'ai une mère qui est pharmacienne, mais qui ne m'a pas forcé du tout à suivre cette voie-là. Je me rappelle avoir dit à ma maîtresse que je voulais être pharmacienne biologiste à l'époque et donc travailler en laboratoire d'analyse médicale. Donc, les microscopes et le laboratoire, ça me fascinait déjà. Après, pour moi, l'entrepreneuriat, c'est venu un peu, pas, je dirais pas brutalement, mais j'étais déjà inscrite dans mon parcours professionnel. Donc j'ai fait un peu d'industrie, j'ai travaillé quelques mois chez L'Oréal en tant que chef de projet formulation. Et ça me plaisait, mais je sentais que j'avais besoin d'aller plus loin. Et surtout que le système ne me correspondait pas à 200%. Donc malheureusement, l'expérience s'est écourtée puisque mon département a dû fermer. Et donc j'ai rebondi en retournant en pharmacie et, parce que moi j'avais mon diplôme de pharmacien qui me permettait de travailler en officine et que j'aimais aussi beaucoup ce contact avec les patients. Donc j'ai fait ce choix et au bout d'un moment j'allais passer en CDI et boum, pareil, échec professionnel. La pharmacienne ne me garde pas, mais elle m'explique après que c'est parce qu'elle voulait revendre sa pharmacie, donc elle ne pouvait pas avoir une masse salariale très, très élevée. Et du coup, je comprends que j'ai besoin de suivre mon propre chemin. Et à ce moment-là, je me pose les vraies bonnes questions. Et je me rappelle, c'était un entretien d'embauche où j'ai une recruteuse qui m'a dit « Mais pourquoi vous ne montez pas votre marque ?» Et avant, je me disais oui, mais j'ai pas les moyens, et puis je suis jeune, et puis j'ai pas de labo, et puis voilà, donc je me cherchais un petit peu des excuses. Et puis à ce moment-là, je me suis dit, c'est vrai, l'argent ça se cherche, le labo ça se développe. Alors on va s'arrêter là-dessus, voilà. Ça va être la phrase, peut-être même le titre de cette vidéo. L'argent ça se cherche. Okay. Oui, ça se cherche et ça se trouve. Il y a des solutions pour trouver de l'argent, ne serait-ce que déjà en se développant commercialement, on arrive à générer de l'argent pour le développement de son entreprise. On peut aussi trouver des financements différents, qu'ils soient publics ou privés, sous forme de subventions ou sous forme de crédit d'impôt, par exemple. C'est des choses qu'on connaît pas forcément beaucoup, mais plutôt que de tout le temps penser aux subventions, le fait de faire de l'innovation nous donne accès en fait à un crédit d'impôt qui, lui, et il n'y a pas de limite en termes de somme. Il faut vraiment juste rentrer dans les cases et les dépenses qui sont éligibles peuvent rentrer dans ce crédit d'impôt. D'accord, donc ça veut dire quoi? Je fais de la recherche qui est éligible à ce crédit d'impôt, je fais, j'ai n'importe quoi, on va dire 10 000 euros de recherche, et l'année prochaine, l'État me redonne 10 000 euros, c'est ça? On peut avoir une partie de l'assiette, c'est pas 100%, mais on peut avoir une partie de l'assiette qui est dédiée à la recherche et au développement. Ça peut comprendre aussi du salaire. Donc de ce personnel dédié, bien sûr, il faut que ce soit justifié. On va pas prendre par exemple le salaire d'un commercial. On va prendre le salaire d'une personne dont le temps est dédié à faire certains projets de recherche, et il faut que ce soit tracé en termes de temps aussi. Donc on puisse justifier à l'administration fiscale que cette personne a dédié X heures de son temps, et du coup on prend le temps que la personne a passé et on applique les déductions qu'il faut. Et ça, comment tu le sais? Alors, on arrive directement dans le sujet du financement, tu sais que c'est notre spécialité.
On reviendra sur d'autres sujets après, mais et ça, donc, c'est quelque chose que tu avais déjà connaissance ou tu as été chercher l'information? Alors, c'est vrai qu'on ne communique pas énormément dessus. Moi, j'avais déjà entendu parler de ce dispositif, mais je pensais pas forcément y être éligible et je ne comprenais pas, enfin, ça me paraissait un peu difficile à réaliser. Alors, c'est sûr qu'il y a pas mal de cabinets qui permettent de mettre en place ces dossiers. Et je pense que c'est une bonne chose de déléguer parce que dans tous les cas, c'est quelque chose qui prend énormément de temps. Il vaut mieux qu'on consacre notre temps au développement de l'entreprise plutôt que de faire un dossier de crédit d'impôt alors que ces personnes-là sont spécialisées, ne font que ça et connaissent bien les rouages, les délais, les timings et ce que l'administration fiscale réclame. Donc après, il y a plusieurs types de prestations. Il y a des prestations où on prend juste un pourcentage de ce que vous percevez. Il y a d'autres qui demandent des forfaits. Voilà. C'est un peu en fonction de ce que vous avez et de ce qui est éligible pour vous. Parce que selon le montant, forcément, s'il y a des choses qui seront plus intéressantes que d'autres, il y a des cabinets qui vont vous dire, bon, si c'est trop peu, ça sert à rien. Mais quand c'est des montants un peu importants, faut faire attention par contre qu'il n'y ait pas de subvention en face, parce que s'il y a une subvention en face, ça déduit. Et donc, du coup, ça réduit considérablement le montant qu'on peut avoir. Voilà, il y a des subtilités, mais c'est vrai que je pense qu'il faut être accompagné et c'est important de connaître ces dispositifs-là parce qu'on peut être éligible, et que ce soit au crédit d'impôt recherche, si on fait de la recherche, mais aussi au crédit d'impôt innovation. Et c'est pas uniquement du domaine de la science. C'est ce que j'allais te demander. Préciser. C'est ça. Que moi, je suis vraiment dans le coup de la science et de la recherche appliquée à la santé. Mais ce n'est pas uniquement dédié à des personnes qui ont des problématiques en biologie ou en sciences. Ça peut être de l'informatique ou voilà, de l'IA. Enfin, c'est pas forcément quelque chose. Tant qu'il y a d'innovant, quoi. Tant qu'il y a de l'innovation, tant qu'il y a, on peut prouver que l'état de la recherche montre que ça n'était pas fait avant. On rentre dans les critères de l'innovation. Ok. On revient un petit peu sur la genèse donc de Nattier. Donc, comme tu disais, plusieurs entre guillemets échecs dans le parcours, mais échecs finalement positifs parce qu'il y en a. Et tu te dis que tu vas finalement créer cette boîte. On va rentrer un petit peu dans le rôle, dans le domaine de la psychologie. Comment justement tu es passé à oui mais j'ai pas de labo, oui mais j'ai pas d'argent, oui mais j'ai pas, bref, à les excuses à je me lance. Qu'est-ce qui a causé ce déclic? Ce déclic, c'était vraiment la perte de perspective, se retrouver un peu, pas au pied du mur, mais se questionner au plus profond de moi. Et on parle beaucoup de développement personnel parce que c'est la grande mode et tout ça. Donc moi, je suis pas trop pour le développement personnel marketing, mais je trouve que c'est quand même une formidable invention pour mieux se connaître et comprendre ce qu'on veut vraiment sans dépendre de jugements des autres, de ce que pensent les autres, de ce que pensent les autres de vous, et plutôt chercher à se comprendre soi et se connaître vraiment. Même si c'est votre conjoint, c'est pas vous. Donc il faut vraiment chercher à comprendre un peu ses profondes motivations et son bien fondé personnel. Et moi, ça m'a permis de me reconnecter à moi et de me dire, si t'avais pas des injonctions, si on te disait pas qu'il fallait rentrer en Guadeloupe ou que t'avais pas le choix de faire ce que tu veux faire, si t'avais aucune limite, donc que ce soit financière, mentale, familiale, personnelle, amoureuse, tu serais où et tu ferais quoi? Et quand je me suis posé cette question-là, je me suis dit, oui, je montrais ma marque parce que je voulais à l'époque vraiment soulager et aider tous les sportifs comme moi parce que j'avais vraiment des douleurs récurrentes et chroniques au genou qui m'empêchaient d'aller plus loin dans mon rêve de jouer, d'évoluer à haut niveau. Et je me disais, c'est trop bête parce qu'en parlant autour de moi, je me rendais compte que c'était vraiment fréquent et qu'il y avait énormément de sportifs qui avaient des petites douleurs mais qui masquaient chacun à leur façon. Certains avec des attelles, d'autres ils serrent les dents, d'autres ils prennent des comprimés. Voilà, il y a de tout. Mais ce qu'on sait, c'est qu'un sportif, c'est une personne qui est douloureuse chronique, qui a mal tout le temps.
avec des bonnes périodes et des moins bonnes, et qui est sujet à la blessure. Et la blessure, c'est un arrêt sportif, et c'est vraiment une période très délicate pour le sportif, parce que ça veut dire pas pratiquer son sport, ça veut dire être à l'arrêt, ça veut dire perte de mobilité et parfois perte de revenus quand c'est son métier. Okay. Donc c'est cet angle d'attaque-là finalement, parce que tu avais un lien avec le sport au niveau. Oui. Quel sport tu faisais? Du volleyball. Du volleyball. Donc tu étais volleyeuse, c'est comme ça on dit, professionnelle. Alors en élite, oui. En élite. Oui. Et tu as finalement découvert une problématique à laquelle, grâce à tes compétences, tu allais pouvoir y répondre. Et donc, c'est là d'où vient l'idée de ce business. C'est ça. La question qui vient, c'est que donc maintenant qu'on se dit « je veux le faire, c'est bon, je suis prêt mentalement », qu'est-ce qui se passe? Où on recherche les fonds? Comment ça s'est passé pour toi? Souvent, comme je dis, est-ce qu'il y a de la love money qui tombe? Tes proches, tes amis te disent « allez, j'y crois, tiens, 1000 euros ». Comment tu fais? Ou tu utilises tes économies tout simplement? Ou tu fais un prêt bancaire? Je vais casser tous les mythes, hein, mais quand on ouvre son entreprise et quand on prend la décision de se lancer, on est extrêmement seul. Parce que son entourage, souvent, même s'ils croient en vous, ils ont peur pour vous. Donc ils vont souvent vous dire « mais tu es sûr, mais c'est quand même mieux de rester en CDI, trouve un bon travail, tu as un diplôme. » C'est la voie sûre en fait. L'entrepreneuriat, c'est l'insécurité totale parce qu'on ne sait pas de quoi il fait demain, on sait même pas comment on va générer cet argent pour en faire des revenus, comment on va pouvoir se développer, comment on va pouvoir embaucher, comment on va vivre la structure. Donc c'est un grand moment de solitude, mais comme je dis, qui va de pair avec la reconnexion à soi. Et il faut surtout être vraiment très sûr du projet et que ça vienne du plus profond de vous. Il faut surtout pas entreprendre parce que c'est à la mode, parce que vous avez rien à faire pour le moment et que vous vous dites ça pourrait être bien de lancer votre boîte. Non. Parce que le jour où vous avez des dettes jusque-là et que vous endormez pas, vous ne saurez pas trouver les solutions pour pouvoir y faire face et changer votre business model par exemple et rebondir. Donc il faut vraiment que ce soit un pourquoi qui est profond et qui change la donne, qui soit un game changer pour vous et pour votre cible aussi. Okay. Donc pour moi, c'est un conseil que j'aimerais donner parce que ça a été difficile au début. Ouais. L'argent, on ne le trouve pas forcément facilement. Moi, j'avais une fin de contrat, donc j'avais pu bénéficier du chômage. D'accord. Et donc, avec Pôle emploi, on peut aussi avoir du cash pour pouvoir monter son entreprise. Donc, soit du cash ou soit un salaire, entre guillemets, pour se lancer. Moi, j'avais choisi le cash parce qu'à l'époque, c'est ce dont j'avais besoin pour me lancer. Puisque quand on fait des produits, il y a beaucoup de trésorerie à avancer, que ce soit en termes d'emballage, de matières premières, de tests réglementaires, d'expertise. Il y a beaucoup de fonds en fait à avancer. J'ai fait aussi appel à du crowdfunding. Donc, explique, parce que j'ai fait une vidéo là-dessus. Oui. Mais je pense qu'il faut lui donner un petit peu plus alors pas ma vidéo, mais le crowdfunding, un petit peu plus de réseau, une caisse de résonance. Il faut que ça soit un peu plus connu. Explique un petit peu ce que c'est et justement, on va un petit peu s'attarder là-dessus. Comment ça s'est passé et pourquoi tu l'as fait? Alors, le crowdfunding, c'est c'est s'inscrire sur une plateforme qui vous permet de faire de la love money, en fait, contre don, soit produit, soit service, ou contre rien du tout. C'est juste pour faire parler de votre projet, donc communiquer. C'est plus une plateforme de communication, mais qui vous permet quand même de récolter de l'argent. Donc je mets mon produit, donc un premier produit entre guillemets bêta, un produit test. Oui, c'est ça. Généralement, je crois que je fais une petite vidéo pour présenter mon produit. Exactement. Et donc si mon produit et la vidéo a un impact assez marquant, j'arrive, grâce au réseau du site de crowdfunding, à lever des fonds, c'est ça? Exactement. C'est une plateforme qui est quand même facilitante parce que on peut directement mettre sa carte, payer. On a une petite page un peu entre guillemets où on arrive sur le projet et on peut tout de suite comprendre l'essence. Après, on n'est pas forcément obligé de passer par ce genre de plateforme qui se rémunère aussi sur le projet.
Mais c'est vrai que quand on n'y connaît pas, c'est facilitant parce qu'on remplit des cases, on met des photos et ça va bien. Après, si on a déjà un site internet, on peut très bien le faire sur son propre site internet et se lancer comme ça. Mais c'est vrai que c'est facilitant parce que... Je me permets, je suis pas sûr qu'on puisse parce que c'est de la levée de fonds auprès de tiers et il faut être accrédité. Donc, d'accord, on peut pas forcément le faire directement. Mais vaut mieux passer effectivement par une société qui est accréditée pour lever des fonds auprès des particuliers. J'apprécie. Donc merci pour la précision que je n'avais pas. En tout cas, moi j'ai fait 2 fois l'expérience. La première fois quand j'ai vraiment commencé, c'était en 2016. Et après, j'en ai refait une. Alors, tu as levé combien pour la première fois? J'avais levé 5 000 €. Ok, donc quand même assez conséquent. Oui, c'était assez conséquent pour un début, puisqu'effectivement, on partait de rien et les gens autour de moi, c'était essentiellement des proches qui avaient participé. Quelques personnes aussi que je ne connaissais pas, puisque forcément, quand on est sur ces plateformes-là, on va aller toucher l'audience de ces plateformes-là. Donc, les personnes qui ont déjà contribué sur un projet sur la plateforme peuvent tomber sur votre projet et aussi être sensibilisées à communiquer et à soutenir un projet qui les touche. Donc, voilà. Et après, j'avais refait une autre et j'avais fait pareil, 5 000 €. Mais c'était pour passer de la production de petite échelle à moyenne échelle. Donc, vraiment, c'était un changement d'échelle et pour lequel j'avais besoin aussi de sécuriser des fonds et de redynamiser un peu la communication autour de mes produits. Et du coup, c'est comme ça que j'ai fait un autre crowdfunding. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est la phase 1, on va dire, du financement du début de ton activité. Donc on récapitule, il y a les fonds versés par Pôle emploi parce que tu étais au chômage, donc je crois que c'est l'ACRE ou l'ARS, c'est l'ACRE. Je crois que c'était l'ARS parce que l'ARS c'est en capital. C'est ça. Et l'ACRE c'est en mensualisé. En mensualisé, effectivement. Donc avec l'ARS, imaginons que vous avez un stock d'aide au retour à l'emploi de 10 000 €. L'ARS vous verse, je crois, 60% au début et un delta à la fin. Donc, c'est ça le principe de l'ARS. Donc, tu avais l'ARS plus 2 levées de fonds en crowdfunding. Oui. Ok. Et donc, avec ces sommes d'argent, tu arrives à construire ton projet, à le lancer. Oui. Comment on fait pour arriver du début à là où tu en es? Combien d'années plus tard? 8 ans. 8 ans plus tard. Donc, ça fait 8 ans que ta société existe. Oui. Alors, ce site, non. Ça fait 1 an. Ah non, oui. Oui. Mais la société juridiquement... mais la société juridiquement, elle a 8 ans. Elle a 8 ans. Et quand j'ai commencé en 2016, j'ai d'abord fait une micro-entreprise. Après, j'ai vite changé de statut parce que pour des produits, ça correspondait assez mal, puisqu'on a beaucoup de charges et qu'il faut pouvoir récupérer de la TVA et c'est pas intéressant. C'est plus intéressant quand on fait du service que quand on fait du produit, même si on peut quand même le faire. C'est ça. Là, tu es en quel statut? Moi, je suis en SASU, donc en SAS unipersonnel. D'accord. Et j'ai du coup transformé ma société en 2017. D'abord, j'étais domiciliée à Paris, à mon domicile. Et j'avais mon laboratoire, j'avais un partenariat avec l'université où j'avais fait mes études de pharmacie pour tout ce qui est accès à la R&D. D'accord. Et j'avais aussi un laboratoire où je pouvais louer pour pouvoir faire mes productions. D'accord. Donc ça, c'était mon modèle à l'époque quand j'ai commencé. Donc je faisais tout de A à Z, de l'achat des matières, je stockais dans un box à côté de chez moi et puis je prenais mes matières, je louais une voiture, j'allais fabriquer et je revenais. Et puis au bout d'un moment, au bout de 2-3 ans, c'était devenu une corvée. Et quand ça devient une corvée, c'est pas bon parce qu'on s'est dit mince, j'ai vendu. Du coup, j'ai plus de stock et du coup, il va falloir refaire une production. Et je me suis dit, c'est pas possible parce que ça veut dire que je suis pas prête à mon propre développement. Et du coup, j'ai décidé ma première étape pour me développer, c'était de trouver une logistique donc, qui me permettait de gérer l'expédition de mes commandes, de stocker mes matières. Et ça a été mon meilleur premier partenaire avec qui je travaille encore. Parce que déjà, ils ont cru en moi et ça faisait du bien parce que j'avais appelé plusieurs personnes et c'est quelqu'un d'autre qui m'a recommandé cette logistique. On peut le dire quand c'est pas Oui, ils sont à Nantes, c'est Prologue. D'accord.
Très bien. Et moi, j'ai travaillé avec eux et au début, c'était difficile parce que mentalement, on se dit oui, mais du coup, c'est plus moi qui gère et Puis c'est payant. c'est payant. Si j'ai une commande, ben, il faut qu'ils fassent pour moi, mais est-ce qu'ils vont bien faire? Parce que bon, on avait quand même la petite attention, j'écrivais un petit mot à la main. Donc voilà, mais il a fallu aussi se détacher de ça parce qu'il faut grandir aussi. Et ils m'ont accompagnée, ils étaient contents que je travaille avec eux. Ils m'ont dit, vous voyez, telle marque qui prend en garde, ils ont commencé comme vous, ils avaient 2 étagères. Donc voilà, vous êtes petite aujourd'hui, mais peut-être qu'après vous serez grand et que vous aurez beaucoup plus de produits et que vous aurez plein de commandes et c'est ce qu'on vous souhaite. Et du coup, ça m'a vraiment poussée à pouvoir développer cet aspect-là. Ça, c'était la première étape. Et puis après, j'ai sous-traité aussi ma production. Donc juste l'étape de fabrication pour, au lieu de faire 100 tubes à la main, ben, je pouvais en faire 1000 avec un laboratoire partenaire. Donc j'ai commencé comme ça et puis après ça me permettait aussi d'avoir plus de temps pour faire du démarchage commercial, pour mettre en place des nouveautés sur mon site, pour faire de la communication avec les sportifs, etc. Donc voilà, c'était un peu comme ça. Puis après il y a eu le Covid. C'est ça. Qui a marqué toute la planète et moi y compris. Donc moi j'étais bloquée en Guadeloupe parce que j'étais venue en vacances 1 semaine avant le confinement et j'ai pas pu repartir. J'ai profité pour travailler avec ma maman puisqu'on avait énormément de boulot à cette époque en tant que professionnel de santé, on faisait des tests Covid, etc. Donc on n'a pas chômé, mais ça m'a fait faire une pause aussi dans mon aventure entrepreneuriale puisque j'étais bloquée et justement je n'avais pas encore la logistique. Donc je ne pouvais pas expédier mes produits puisque mon stock était coincé à Paris. Moi j'étais coincée ici et même si j'avais des commandes, je ne pouvais pas les expédier. Donc c'est là où je me suis rendu compte de l'importance de pouvoir dématérialiser un petit peu et de se détacher un peu du stock et de pouvoir le faire gérer. Et maintenant, c'est magique, hein. On passe commande, c'est préparé, c'est envoyé, il n'y a plus besoin de moi. Super. Donc c'est important parce qu'on ne pense pas forcément à ça quand on commence. Tout c'est notre bébé, c'est à moi, c'est moi. Et après, au contraire, on cherche à mettre en place des process pour que ça soit comme si c'était vous qui l'aviez fait, mais que l'entreprise puisse le développer parce que le but, c'est pas d'avoir une commande par mois, c'est d'en avoir 100 par jour. C'est ça. Pour en avoir 100 par jour, on sait que humainement et tout seul, en gérant une entreprise, c'est pas possible de tout faire tout seul. Donc il faut pouvoir déléguer et sous-traiter ou développer ou automatiser certaines tâches. Voilà. Et c'est vraiment finalement ce que les personnes peut-être, surtout dans nos univers économiques, dans l'univers économique guadeloupéen, on a peut-être du mal à passer à l'étape suivante en se disant que je suis tout seul, je gère la production, je gère ma communication, je gère la livraison, fais tout comme toi avant et je n'arrive pas à me détacher de tout ça pour faire grandir mon entreprise. Donc vraiment finalement un grand conseil que tu donnes c'est apprendre à déléguer et surtout à nouer des partenariats même s'ils sont payants, à avoir des partenaires qui vont vous permettre d'aller plus loin. C'est ça. Plus loin et mieux, de grandir mieux parce que oui on peut grandir en gérant tout mais c'est à quel prix? Enfin moi je me rendais compte comme je disais c'était devenu une corvée au début j'étais très heureuse et très contente, très épanouie de me lever, d'aller porter mes caisses, etc. Et après, je me disais, mince, je sais que c'est fatigant, je sais que ça va être une grosse journée. À la fin de la journée, je vois double parce que j'ai trop été concentrée sur mon remplissage. Et au final, c'est plus qualitatif et même l'envie n'y est plus. Donc on se démotive et on y va à reculons alors que c'est nous qui avons généré ça et on devrait en être content et fier. Donc il faut aussi penser à avoir une vision large et long terme du projet. Au début, oui, c'est tout beau, tout neuf, c'est à nous et on est fiers du travail accompli. On s'est dit, on s'est dépassé, on a mis au point des choses et après on se dit, oui, mais ça ne suffit pas, il faut pouvoir alimenter des points de vente. Si on nous en demande demain 160 pour générer
une commande et puis le lendemain pareil, il faut pouvoir réagir parce que sinon ça veut dire qu'on n'est pas capable et que du coup l'entreprise n'a pas lieu d'être. Puisque le but de l'entreprise c'est de vendre et de vendre sa production et pas justement de stocker ou de pas en faire. Super. Donc voilà. Et une question, parce que du coup tu disais être à Paris, Oui, tu as été bloqué en Guadeloupe oui. et tu es finalement resté. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi Nati est en Guadeloupe maintenant et pas à Paris? Alors j'ai mis beaucoup de temps à comprendre un petit peu ce que je voulais en termes de business model. J'étais pas encore certaine de vouloir revenir vivre en Guadeloupe parce que je pensais avoir encore pas mal de choses à accomplir sur Paris. Donc c'est pour ça que j'ai pas fait le choix de rentrer tout de suite. Je suis retournée, mais je me rendais compte qu'à chaque fois que je passais en Guadeloupe, je générais des opportunités hyper concrètes de développement. Mais du coup, entre mes deux passages, ça retombait un peu comme un soufflet parce que j'étais pas présente sur le territoire. Sauf que quand j'étais à Paris, donc oui, je faisais beaucoup de travail de fond sur mon entreprise, etc. Mais j'avais beaucoup moins d'opportunités concrètes parce que les plantes locales ne sont pas très développées, pas connues. Et quand on est une petite boîte et qu'on se bat contre des centaines de marques qui sont beaucoup plus armées que vous, et soit vous avez 100 000 followers sur Insta et là on vous écoute, soit vous n'avez rien et... T'avais pas 100 000 followers? Non, pas encore, mais j'y travaille. Et du coup, c'est beaucoup plus dur de percer sur un territoire où on ne connaît pas, où les gens ne connaissent pas en plus les produits et ne sont pas dans une dynamique de développement local. Donc, je me rendais compte que je faisais 3 fois l'aller-retour par an dans l'année. Et là, je me suis dit, c'est peut-être mieux de faire ça dans l'autre sens, en fait, d'être sur place. Et quand il y a des salons, quand il y a des opportunités plus grande échelle, de partir à Paris. Et c'est comme ça que je me suis mise un peu dans cette démarche de un retour au pays est possible. Et aussi, je ne l'ai pas dit, mais j'ai failli fermer ma boîte après le Covid parce que justement, je trouvais que ça n'avait plus de sens. Je me suis dit, en fait, c'est soit je développe, soit je ferme. Je ne peux pas rester comme ça en entre-deux. Parce que je m'épanouis pas, je mets toutes mes économies et mon argent de côté dans le projet pour alimenter le projet, pour payer les charges, pour communiquer. Et au final, j'en vis pas. Et voilà, si c'est pour le faire juste pour la gloire, on monte pas une entreprise, quoi. L'entreprise est censée tourner et générer de l'argent. Donc même si c'est dur au début, il faut quand même trouver des solutions pour que derrière, ça puisse être rentable et viable. Donc moi, j'ai failli arrêter et c'est quand j'ai failli arrêter que je me suis rendu compte que en fait, j'avais l'opportunité de rentrer et de pouvoir développer et m'installer avec mon propre local, mon propre laboratoire, pas local, j'ai envie de dire. Donc j'ai créé de toutes pièces cet espace où on est, avec plus de 100 mètres carrés d'espace dédié à la recherche et au développement, une salle de traitement des plantes puisqu'on travaille sur la plante fraîche et on déshydrate les plantes et on fait toute une série de produits dérivés, que ce soit en cosmétique mais aussi en complément alimentaire. Voilà, on s'est équipé aussi pour être automatisé, avoir une grande capacité de production parce qu'on se rend compte des problématiques de l'insularité et que c'est beaucoup plus difficile de pouvoir importer certaines matières, importer certains appareils, surtout l'emballage parce que c'est pas produit ici. Donc forcément, il faut trouver des solutions, il faut s'organiser, il faut être faut organiser un petit peu plus en amont, être plus prévoyant. Et c'était difficile au début. Ça a demandé beaucoup d'argent aussi. J'ai eu la chance d'avoir des partenaires qui m'ont soutenu dès le début, comme la région Guadeloupe, clairement, qui m'a soutenu et accompagné dans tout ce projet de retour et de lancement et de développement d'innovation. Alors comment ils t'ont soutenu concrètement? Alors déjà, ça a été les premiers à me faire savoir que j'avais des possibilités de retour et ils m'ont accompagné. Donc les personnes qui étaient en place au pôle innovation m'ont clairement donné les outils et les solutions pour pouvoir financer mon retour grâce au développement de Nati. Donc c'est-à-dire pouvoir donner des fonds sous forme d'avance remboursable. Donc c'est comme un prêt, mais c'est-à-dire c'est un prêt avec des conditions et qui vous permettent de développer un projet d'innovation
de grande ampleur avec fort potentiel pour pouvoir développer l'économie locale. Donc avec cette avance, c'est ça qui te permet de financer ton laboratoire, c'est ça? Et les embauches et surtout le projet d'innovation et de recherche-développement, parce qu'on a une collaboratrice qui est encore en métropole, en Hexagone, qui travaille sur la valorisation des propriétés santé des plantes des Antilles, et notamment elle travaille beaucoup sur le piment. D'accord. Et du coup, ça nous a permis en partie de financer une grosse partie de ce projet-là, et qui va donner lieu à des actifs et d'autres produits par la suite. Ok. Est-ce que tu peux nous dire le montant de cette avance qui t'a permis C'était plus de 200 000 euros. Ok, parfait. Voilà. On était sur ces ordres de grandeur-là. Après, on a eu aussi d'autres acteurs, notamment le village Baïséa, qui nous a beaucoup aidé sur l'aspect incubation, gestion d'entreprise, créer des liens, des ponts entre différents acteurs locaux, valorisation aussi, mise en avant de la marque, et puis soutien bancaire bien sûr. Donc c'est nos partenaires qui nous ont permis aussi de faire le montage financier, d'acquérir des équipements. Ok. Et, donc c'est pareil, c'est quoi soutien bancaire? Ça veut dire quoi? Des prêts? Des prêts. Des prêts bancaires. C'est des prêts. Et après, accès à un réseau d'experts auquel on n'aurait pas accès si on était une petite boîte isolée. Parce que c'est le réseau, ça vaut aussi beaucoup d'argent et ça nous permet d'avancer plus vite. D'accord. Donc voilà, de faire preuve d'intelligence collective et de travailler en échange avec d'autres startups qui sont pas forcément dans le même domaine d'activité que nous, mais qui ont la même vision et qui veulent aussi s'exporter. Donc travailler aussi sur l'export. Travailler. Pour moi, l'export, c'est déjà être bien implanté en Hexagone, mais aussi pouvoir dépasser les frontières de l'Hexagone et aller sur d'autres territoires comme l'Afrique, comme l'Europe. D'accord. Voilà. Donc si je récapitule, début en France, avec le chômage, avec les sessions de crowdfunding, il y a le Covid, finalement tu décides à peu près de rester en Guadeloupe. Tu es resté en Guadeloupe, tu es mis en relation avec la région qui te finance à hauteur de plus de 200 000 euros. Pareil pour le village Bail Crédit Agricole, soutien bancaire. Et donc avec tout cet argent, tu arrives à acheter des machines, de la matière première, tes tubes, etc. pour développer ta société. Et surtout créer de l'emploi. Il faut savoir que nous, on est très impliqués dans le développement et la formation des jeunes aussi sur le territoire. C'est important pour nous parce que moi, j'en ai été victime, entre guillemets. À mon époque, il n'y avait pas les études de pharmacie ici, donc il fallait forcément, dès qu'on avait le baccalauréat, partir dans l'Hexagone. Donc, montrer aussi qu'il y a la possibilité de faire des stages en local et d'être accompagné avec des vrais sujets scientifiques et pas juste d'avoir de la main-d'œuvre gratuite, parce que nous on essaye aussi d'apporter notre expertise et de voir ces stagiaires s'épanouir au sein du labo. Ça fait très plaisir. On a accueilli combien là depuis? Alors on en a accueilli une vingtaine. Ah oui, quand même. De stagiaires depuis qu'on a ouvert le laboratoire ici au Moule. Donc il y a 1 an. Il y a une vingtaine de stagiaires en un an qu'on a ouvert le laboratoire Nati et Guadeloupe. Et parce qu'entre-temps, il y a eu... Moi, je suis rentrée définitivement en 2022, en août 2022. Après, il y a eu la phase de travaux, etc. Et on a fait l'inauguration le 1er juin 2023. Donc ça fait un peu plus d'1 an qu'on est ouvert. On a accueilli une vingtaine de stagiaires de tout âge, du stagiaire de 3e au senior en reconversion. C'est des stages de combien de temps à peu près? Ça dépend, ça peut être 1 semaine jusqu'à 6 mois maintenant. On va prendre le stagiaire de 6 mois en janvier. Et on a fait aussi de l'alternance. Donc voilà, on a beaucoup travaillé. On travaille encore beaucoup sur la formation. Et ne serait-ce que juste sur la période estivale, entre mai et août, on a accueilli une dizaine de stagiaires.
Donc c'est pour montrer quand même le dynamisme qu'on a. Alors il y a quand même un intérêt tant auprès du public au métier finalement de la cosmétique, au métier lié aux sciences finalement en Guadeloupe. Les gens sont demandeurs. De la valorisation aussi de la biomasse, de la biodiversité, de tout ce qui touche aux plantes, tout ce qui touche à la nature, tout ce qui touche à la santé, à la biologie, à la chimie. On a vraiment des personnes de tous horizons, que ce soit de l'agrotransformation où ils font des cursus vraiment liés au développement agricole et à l'agrotransformation de ces productions agricoles, à des personnes on a eu des stages ouvriers ingénieurs par exemple, voilà. Et là on travaille sur des projets un peu plus long terme avec des stagiaires de 6 mois pour reprendre un petit peu la continuité de la thèse de recherche qui est en cours. Donc voilà, on travaille sur des diversités de formations et pour nous c'est important parce que dans justement cette avance remboursable, le but c'était de prouver qu'on est générateur d'emplois sur le territoire pour aussi essayer de refaire venir des personnes. Beaucoup des personnes qu'on prend en stage, c'est des personnes qui sont encore en études dans l'Hexagone, mais qui veulent faire leur stage ici parce qu'ils veulent rentrer, parce qu'ils ont déjà cette vision beaucoup plus précoce que notre génération d'avoir l'idée de développer leur propre territoire. Donc moi, je trouve ça aussi formidable et j'ai envie de travailler sur ça parce que moi, ça m'a pris un peu de temps pour mûrir ça, mais de voir que ces jeunes qui ont 20 ans sont déjà conscients de l'importance de leur territoire, mais moi j'ai envie de pousser ça. Ouais. Et en parlant justement de biodiversité, de nature et j'ai même envie de dire de matières premières, toutes tes plantes, toute ta base de travail vient de Guadeloupe ou qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Alors nous on travaille beaucoup on travaille essentiellement sur la pharmacopée caribéenne. On ne veut pas dire Guadeloupe parce que la Guadeloupe c'est limitant, c'est un petit territoire et que la Caraïbe c'est un territoire qui est beaucoup plus large avec des plantes qui au final sont les mêmes, se retouchent et se recoupent. Nous on travaille beaucoup les plantes fraîches en local parce que logistiquement c'est compliqué de faire autrement. Par contre on travaille aussi avec d'autres matières premières qui viennent d'ailleurs, de la Caraïbe, de Martinique, de Dominique, de Guyane. Et le but c'est pas de dire voilà voici mon jardin, voilà, parce que nous on n'est pas du tout agriculteurs. Chacun son métier. Nous, on veut valoriser justement le travail d'agriculteur. Donc, on fait, et je fais un appel, on cherche tout le temps des agriculteurs qui seraient motivés, qui travaillent en agriculture bio, raisonnée ou en agroforesterie. Donc, qui n'utilisent pas de pesticides et qui essaient que leur jardin s'auto-entretienne qu'avec des matières végétales et naturelles. On fait des contrats et on va dire des clauses pour qu'ils puissent eux écouler leur matière avec une certaine sécurité, puisqu'on a déjà eu aussi de nombreuses discussions avec certains agriculteurs qui nous disent oui mais j'ai déjà eu plein de gens comme vous qui sont passés, ils nous disent de produire plein de choses et au final ils ne viennent pas les chercher. Nous on leur fait visiter aussi notre laboratoire pour qu'ils puissent voir dans quel environnement on travaille, comment on est équipé et qu'ils comprennent en fait l'envergure du projet. On ne veut pas juste faire un one-shot, on veut s'inscrire dans la durée et on veut développer des produits qui ont une grande ampleur où on va avoir besoin de beaucoup de matières premières pour pouvoir développer. Donc c'est en ce sens-là qu'on a toujours besoin d'approvisionnement et nous, notre but c'est de valoriser mais de faire aussi comprendre, faire changer un petit peu les mentalités sur ça pour faire comprendre aux agriculteurs que déjà les matières végétales qui poussent comme des mauvaises herbes dans leurs agricultures maraîchères par exemple peuvent être utiles et valorisées, mais qu'il faut aussi comprendre le système et pas se dire voilà je vends au même prix que je vends la botte parce que c'est pas possible et c'est pas durable dans le long terme, sachant que nous on travaille sur de la plante séchée. Donc une fois qu'on déshydrate et qu'on enlève l'eau, il n'en reste pas beaucoup. Et du coup, si on achète 1 kilo de plante au prix de la botte, c'est pas possible. Donc aussi comprendre qu'on est dans une dynamique économique et qu'il faut que cette économie serve aux deux parties et faire en sorte qu'en fait il n'y ait plus de déchets sur leur parcelle. Parce que souvent, ils débroussaillent, par exemple des plantes invasives ou du chien-dent ou autre. Nous, c'est une plante qu'on valorise dans nos tisanes. Y en a beaucoup qui nous disent j'en avais trop, j'ai débroussaillé.
Donc leur dire ben non, surtout faites pas ça. Par contre, on peut pas accepter toutes les plantes, tout et n'importe comment, parce que ça nous est aussi arrivé d'avoir beaucoup de particuliers qui voulaient nous laisser des plantes, mais nous on a des calendriers de séchage en fonction de la charge, et on peut pas juste voilà, il faut que ce soit processé et en fonction de nous, nos besoins aussi et notre capacité à traiter la plante très rapidement. Donc je suis un agriculteur. Oui. Je vends de la canne parce qu'il y a eu une histoire avec les agriculteurs qui vendent de la canne. Je suis pas content, je pense que la tonne de canne est vendue, enfin, en tout cas ça me correspond pas. Dans mon terrain, j'ai en réalité de la canne plus d'autres plantes qu'actuellement je ne valorise pas. Donc moi, en tant qu'agriculteur, je peux faire de l'argent et avec ma canne comme en temps normal. Et grâce à toi, je peux faire de l'argent avec, entre guillemets, mes mauvaises herbes. Exactement. Tout ce que, en réalité, je brûlais, je jetais et autres. Donc finalement, tu me permets d'avoir un complément, confortable ou pas, je te laisse nous l'indiquer, mais un complément de revenus. Tout à fait. Toujours, en fait, sans faire du Airbnb sur mon terrain agricole, mais toujours Exactement. dans le même domaine, je suis agriculteur, je reste agriculteur. Exactement. Et de comprendre aussi que c'est notre biomasse et que ça permet parfois de stabiliser certaines parcelles parce qu'il y a des plantes qui sont bien ensemble et qui se complètent, qui limitent l'invasion de nuisibles ou d'autres éléments perturbateurs de certaines productions. Donc nous on travaille comme ça et surtout on travaille avec des agriculteurs qui nous font confiance, qui sont contents de valoriser aussi notre richesse, notre propre biodiversité. C'est important, mais c'est important pour nous-mêmes déjà avant tout, parce que nous-mêmes en tant que Guadeloupéens, en tant que Caribéens, on doit pouvoir avoir cette force de frappe de pouvoir déjà utiliser nos propres ressources. Pour l'instant, on est encore ancré. On crie, hein, on hurle, on n'est pas content parce que les supermarchés c'est cher, mais est-ce que vraiment on consomme local? Pas vraiment. Dès qu'il y a une nouveauté, on n'est pas les premiers à soutenir, donc il faut comprendre déjà, avant de crier à la critique, il faut comprendre le problème et il faut déjà agir.